Difficile d'imaginer un monde sans chien ni chat domestique, une terre sans cochons roses, sans vaches ou moutons. Et pourtant, avant que les hommes ne les façonnent, ces animaux domestiques n'existaient pas dans la nature sauvage. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment sommes-nous parvenus à faire de l'animal un être que l'on peut transformer, manipuler et parfois aimer? À quoi ressemblaient leurs ancêtres? Pour percer ces mystères, des scientifiques ont mené l'enquête en Égypte et au Proche-Orient. Leur découverte nous entraîne dans un grand voyage dans le temps. Ils nous révèlent comment, sous l'influence des hommes, les animaux sont passés de l'état sauvage à celui de la domestication. Il y a encore 18 000 ans, aucun animal ne vit près des hommes. À cette époque, nos ancêtres sont tous nomades. Pour se nourrir ou se vêtir, ils doivent suivre les grandes hardes de bisons ou de rennes. Le clan de Voruk, le chaman, s'est laissé surprendre par un hiver précoce. Ses provisions sont épuisées. Il est vital pour ces hommes, ces femmes et ces enfants de rejoindre au plus vite le gibier qui a migré vers des plaines moins hostiles. Mais avant, il faut reconstituer les réserves de nourriture indispensables à ce voyage. Avant de se présenter au chaman, les chasseurs se sont enduits le corps d'une mixture composée d'excréments de cerf qui masquera leur odeur. Les incantations de Voruk leur promettent une bonne chasse. En cette période de pénurie, les loups partagent le même sort que les hommes. Les deux espèces se ressemblent. Toutes deux sont de grands prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire. Toutes deux vivent en communautés structurées, se partagent les mêmes territoires de chasse et sont en compétition pour les mêmes proies. Hommes et loups sont faits pour se rencontrer. Pour l'instant, ce sont des espèces rivales. Grâce à leur flair infaillible, les loups ont un avantage indéniable sur les hommes. Mais ces derniers ont inventé des armes qui leur permettent de tuer à distance. La tactique des loups est bien rodée. La meute se déploie pour encercler la proie, pendant qu'un rabatteur effraie la biche pour la jeter dans la gueule des autres loups. Un étau implacable se resserre sur la victime. Le rapport de force est inégal. Face aux armes affûtées des chasseurs, il vaut mieux battre en retraite.
L'efficacité du propulseur qui triple la vitesse de la lance est redoutable. Les chasseurs ne s'encombrent pas des lourdes entrailles de l'animal. Ce qui n'est pas consommé ou utilisé comme matière première est abandonné sur place. Et les loups comptent bien profiter du festin. Le cœur et le foie de la biche sont une récompense que les chasseurs se partagent dans un ordre précis. Eneko, le plus jeune, sera servi le dernier. Chez les loups, l'ordre dans lequel les convives passent à table révèle aussi leur position dans la hiérarchie de la meute. Le repas est maigre. Roka, une jeune femelle dominée, n'aura pas droit à sa ration. Elle devra chercher sa pitance ailleurs. Bientôt, hommes et loups vont se découvrir des intérêts communs, se rapprocher l'un de l'autre. Mille générations nous séparent du clan de Voruk. Pourtant, ces ancêtres nous ressemblent. Leur cerveau et leur physique sont comparables aux nôtres. Les rudes conditions de vie de ces chasseurs-cueilleurs les ont rendus robustes. Ils n'ont pas encore de caries dentaires. Celles-ci n'apparaîtront qu'avec la consommation des céréales. Quelques bouts de viande rôtie ont réchauffé les âmes et revigoré les hommes. Il fait froid. Les températures peuvent descendre au-dessous de moins 20 degrés. Dehors, une louve solitaire affronte l'enfer de glace. Depuis plus d'1 million d'années, des périodes de glaciation et de réchauffement se sont succédées. Notre planète vit sa dernière grande phase de refroidissement. Bientôt le froid étouffera les cours d'eau, glacera les chairs et le sang. Le temps qui passe raccourcit les jours et réduit les chances de survie du groupe. Il est urgent de partir. Ce matin, les loups ont devancé l'homme sur le terrain de chasse. Dans l'esprit des hommes germe une idée nouvelle. Trouver un moyen de s'approprier les qualités de chasseur du prédateur. Roka a rejoint son groupe. Elle espère y retrouver sa place et remplir son estomac toujours vide. Sans montrer de résistance, elle se soumet aux avances d'un mâle.
L'assaut est rapide, mais l'étreinte peut durer plus d'une demi-heure. Durant tout ce temps, un dispositif physiologique empêche le pénis de se retirer afin d'optimiser les chances de fécondation. Pour Roca, qu'aucun congénère n'autorise à approcher du repas. L'épreuve est interminable. Si nul n'est ici enclin à partager avec elle, c'est que la prise est maigre pour des estomacs capables d'ingérer jusqu'à 20 kilos de viande. En l'empêchant de s'alimenter, les loups l'excluent petit à petit du groupe. Le pacte qui la liait au sien est rompu. La louve doit trouver asile ailleurs. Désormais solitaire, Roca doit être plus forte que la glace, plus forte que la faim. Ses os sont bien tentants. Mais pour les atteindre, Roca doit défier cette peur des humains qui la tient sur ses gardes. Zerda! Ca să behar medved! Akarudele menien. Akarudaman. Vena. Alors que Milwa pensait seulement se débarrasser d'une intruse, elle a sans le savoir apaisé une âme tourmentée par la disette. Roca sait désormais où trouver une nourriture facile. Cet os et sa moelle vont nourrir les germes de vie que la louve porte au plus profond d'elle. C'est probablement ainsi que l'homme et le loup se sont peu à peu amadoués. Les esprits ont tenu leur promesse. Avant d'abandonner définitivement le campement, Voruk doit les remercier pour la chasse. À la fois guérisseur et sorcier, le chaman est celui qui communique avec les animaux et les forces de la nature. Plus qu'un guide spirituel, Voruk est le gardien d'un savoir qui lui a été transmis de génération en génération. Le jeune Eneko est le prochain initié de cette longue chaîne de maîtres et de disciples qui se sont succédés ici. Nos ancêtres ne se considèrent pas comme des êtres supérieurs à la nature qui les entoure. Pour Voruk et Eneko, un animal, un rocher ou un arbre ont la même valeur, le même statut qu'un homme. Il n'est pas encore question d'élevage ou de domestication. L'animal est sauvage. Mais par ses peintures, l'homme s'en appropriait déjà l'image, bien avant de s'en approprier le corps par la domestication. La tempête est passée et les réserves de nourriture sont suffisantes. Pour le clan de Voruk, il est temps de reprendre la route qui les mènera comme chaque année à l'autre extrémité du vaste territoire, afin de rejoindre le gibier. Une discrète voyageuse suit d'un pas vif. Roca a choisi de se rapprocher des hommes. De la même manière, ailleurs, d'autres loups vont aussi profiter des restes laissés par les humains. Entre moins 20 000 et moins 15 000 avant notre ère, le climat se réchauffe.
Les calottes glaciaires qui restreignaient le passage de l'Asie vers l'Europe remontent vers le nord et ouvrent de nouvelles voies migratoires. Les loups asiatiques viennent renforcer les effectifs des loups européens. Cet accroissement démographique fait qu'hommes et loups vivent de plus en plus près les uns des autres. Le rayonnement des jours plus longs réchauffe enfin la Terre. 2 mois se sont écoulés. Loin des siens, Roca va bientôt mettre bas dans la tiédeur d'une tanière qu'elle a pris soin de creuser. Voruk et son groupe ont retrouvé l'abondance caractéristique du printemps. Milwa attend aussi un bébé. Roca a donné la vie. Et il ne lui reste plus qu'à débarrasser son 9e bébé du cordon qui le reliait à elle. Ses nombreuses visites à Milwa ont été fructueuses. Sa portée est exceptionnelle. Encore aveugles et sourds, les nouveau-nés vont passer les 6 à 8 premières semaines de leur vie dans le secret de la tanière, bien au chaud et en sécurité près de leur mère. Malheureusement, Roca ne sera pas capable de nourrir toute cette progéniture. Seuls ceux qui accéderont les premiers au téton nourricier auront une chance de survivre. Pour aller se ravitailler, Roca n'aura pas abandonné trop longtemps sa portée. Elle connaît le chemin du camp de Voruk. Eneko chasse moins souvent. Près des forêts de feuillus, les lacs regorgent de poissons. Le clan a récolté des fruits secs et des baies, ramassé des tubercules et renoué avec une alimentation variée et facilement accessible. Les hommes peuvent désormais consacrer plus de temps à la fabrication d'outils ou d'instruments de musique taillés dans des os. Roca a perdu sa toison hivernale et retrouvé une silhouette plus frêle. Elle s'approche désormais plus près de Milwa. Bien qu'encore sur le qui-vive, Roca et la future mère se sont apprivoisés. Désormais, Milwa partage sa nourriture comme elle le ferait avec l'un des siens. Cinq semaines se sont écoulées. Depuis le lever du jour, le clan veille sur Milwa. Son accouchement se présente mal. Voruk a concocté quelques filtres magiques, mais ils n'ont aucun effet. Le bébé ne survivra pas.
À cette époque, la mortalité infantile n'est pas rare. Les complaintes des musiciens soulageront peut-être une âme en peine. Milois n'est plus au rendez-vous. Dorénavant, Roca doit s'éloigner plus longtemps du terrier familial pour aller chasser. Seuls 2 de ces louveteaux ont survécu. Laissés sans surveillance, ces garnements insouciants sont une proie facile pour les ours et autres prédateurs en maraude. Le danger n'est jamais loin. Habituellement, Eneko ne s'aventure jamais seul au fond des bois. Mais la cueillette est bonne. Sans qu'il s'en soit rendu compte, elle l'a entraîné loin du camp. Roca a décelé dans l'air une odeur inhabituelle. Flairé une menace. Une meute s'est introduite sur son territoire. Les louveteaux sont en danger. Il faut à tout prix faire diversion. Détourner les intrus du terrier. Un assaillant a pris la fuite. Avouez sa faiblesse. Roca prend le dessus. La queue relevée, le corps tendu, les oreilles dressées vers l'avant, elle affiche une posture de dominant. Mais le chef de meute a rassemblé ses troupes et revient à la charge. Le combat est devenu inégal. Roca ne fait pas le poids. L'intimidation est une tactique imparable. Les loups n'oseront pas se mesurer au poignard d'Eneko. Une vie de solitaire est une vie en sursis. Grièvement blessé, Roca ne survivra pas. Ici, autant qu'ailleurs, la vie ne tient qu'à un fil. Les louveteaux qui retenaient leur souffle ont perçu un signe inhabituel. La forêt est devenue muette. Roca ne reviendra plus les nourrir. Le jeune apprenti chaman sait qu'on doit rendre à la nature ce qu'on lui prend. Élever un animal orphelin fait partie des multiples rites que pratique sa tribu de chasseurs pour rétribuer la nature et s'assurer qu'elle restera féconde. L'occasion est trop belle pour démontrer ses qualités de futur chaman.
Les fils de Roca sont sauvés. Dorénavant, le clan élèvera les louveteaux comme ses propres enfants. L'allaitement de jeunes animaux était encore pratiqué récemment comme rétribution à la nature dans certaines sociétés de chasseurs-cueilleurs, comme celle des Indiens Achuar d'Amazonie. Cette pratique a pu contribuer à resserrer encore les liens entre de jeunes louveteaux orphelins et des humains. C'est peut-être ainsi que se sont produits les premiers apprivoisements d'animaux sauvages. Cet événement va avoir des répercussions retentissantes. Les fils de Roca vivent désormais près de leur mère adoptive. Milwa est à nouveau enceinte. Au même moment, et presque de la même manière, d'autres hommes et d'autres loups vivent la même aventure en de nombreuses régions de l'hémisphère nord. Le premier animal domestique est en train de naître. Au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, Jean-Denis Vigne, archéozoologue, étudie les crânes de 2 chiens parmi les plus anciens trouvés en France. Ils datent d'il y a 10 000 ans. Leur étude permet de comprendre les modifications subies par l'animal au cours de la domestication. Le loup est l'ancêtre du chien. Voici un crâne de loup, ici un crâne de chien, hormis la taille évidemment beaucoup plus petite chez le chien. La forme générale du crâne est très proche. Ce qui est encore plus semblable, c'est la forme générale des dents, en particulier la forme de la 4e prémolaire, ici qu'on appelle la carnassière, et des molaires. Les formes des dents sont extrêmement proches, hormis une fois de plus, bien sûr, la différence de taille. Il y a 12 000 ans, les descendants des fils de Roca vivent en étroite association avec les hommes. Désormais, ils aboient, une particularité qui va renforcer leur rapprochement avec nous. Ces premiers chiens-loups sont encore assez proches physiquement de leurs ancêtres sauvages. Ils ont pourtant développé des caractères uniques. Ils sont plus dociles et leur taille va peu à peu diminuer. Ces transformations sont en partie liées à un mode de vie moins actif et à un régime alimentaire moins riche, mais surtout à de profondes modifications hormonales résultant du passage de l'univers social de la meute à celui du groupe humain. Ils ne chassent pratiquement plus, mais ils assurent la garde des habitations, donnent l'alerte en cas de danger. En outre, ils nettoient efficacement le campement de ses déchets. Il n'aura fallu qu'une 50aine de générations de loups soumis à l'influence des hommes pour créer ces premiers chiens-loups. Et si certains individus conservent encore un caractère sauvage, ce sera de courte durée, car on ne s'encombre pas des animaux dominants et agressifs. En écartant les individus dangereux pour n'élever que les sujets les moins féroces, nos lointains ancêtres pratiquent inconsciemment une sélection qui accélère considérablement l'adaptation comportementale, morphologique et même génétique des premiers chiens à l'environnement des humains. Ils privilégient l'élevage des chiens-loups atteints d'une particularité génétique qui va bouleverser leurs relations, l'aboiement. Ces nouveaux chiens-loups comprennent certains signes et sont aussi capables de communiquer avec nous. Au département d'éthologie de l'Université de Budapest, l'équipe d'Adam Miklosi tente depuis plusieurs années de comprendre sur quels critères l'homme a sélectionné les premiers loups et quels changements de comportement cela a engendré pour leurs descendants. Pour cela, les chercheurs ont soumis des chiens et des loups à une série de tests. Un morceau de viande est caché dans un des 2 récipients. Le chercheur montre du doigt son emplacement à l'animal. Malgré un important travail d'entraînement du loup,
L'expérience démontre qu'il est presque impossible pour lui de comprendre le message de son maître. Un second test confirme les différences fondamentales qui séparent le chien du loup. Alors que le loup se focalise et s'obstine sur son objectif, le chien communique avec l'homme par les gestes, les sons et le regard. Le premier critère de sélection des animaux fut donc sans doute leur aptitude à communiquer avec nous. Ces hommes qui ont façonné les premiers chiens ne pensent pas encore à jouer aux apprentis sorciers. Ils ne manipuleront pas cette nouvelle espèce dans le but de créer des races extravagantes. Et pourtant, au fil des siècles, nous créerons plus de 300 races de chiens. Il y a encore 12 000 ans, le chien est l'unique animal domestiqué. Il n'existe toujours pas de cochons, de chevaux ou de vaches domestiques. Mais comment avons-nous créé tous ces animaux qui n'existaient pas dans la nature à l'état sauvage? Ce processus s'enclenche il y a environ 11 000 ans. Le réchauffement de la planète façonne alors de nouveaux paysages. Les prairies et les vastes étendues herbeuses qui dominent en grande partie les latitudes moyennes de l'hémisphère nord disparaissent peu à peu au profit des forêts. Chez les chasseurs-cueilleurs, l'apparition d'un climat tempéré favorise la sédentarisation. Ils vont profiter de l'orge, du blé et des légumineuses qui poussent naturellement au Proche-Orient. Avant de transformer de nouveaux animaux, nos ancêtres vont d'abord domestiquer les plantes. C'est le début de l'agriculture. Les premiers moissonneurs négligent les graines qui tombent naturellement sur le sol à maturité. Ils ne récoltent que les graines restées attachées aux épis et ne ressèmeront donc que les semences atteintes de cette particularité génétique. Rapidement, les grains d'orge ou de blé ne se dispersent plus. Désormais, leur reproduction est gérée par l'homme. Cette domestication des plantes en accroît le rendement et modifie le mode de vie des hommes. Près des cultures, le gibier abonde. Profitant du climat plus doux, les petits animaux des forêts se multiplient très rapidement. Les premiers paysans ont construit des maisons en dur, des bâtisses en bois et en torchis pouvant atteindre 30 mètres de long. Ils se regroupent en petites communautés dans ces villages permanents. Nos ancêtres s'attachent à la terre. Ils maîtrisent mieux les cultures. Ils vont consommer moins de protéines animales et leur taille va diminuer légèrement. Les céréales seront longuement broyées à l'aide d'une meule. Elles produisent une farine grossière, base de toute l'alimentation. L'homme peut alors manger des galettes, du pain et des bouillies. Les sucres font désormais partie intégrante de son régime alimentaire et remplacent partiellement les graisses animales, tant recherchées par les chasseurs.
Ces premiers cultivateurs gardent de nombreuses pratiques des chasseurs-cueilleurs. Pourtant, la chasse les oblige à abandonner les champs et à prendre des risques. L'idée leur est alors venue de contrôler les animaux. Il n'est plus alors question de tuer tout le gibier qui se présente. À Chypre, des archéozoologues du CNRS, du Collège de France et de l'École des hautes études en sciences sociales de Toulouse et de Paris espèrent découvrir les véritables raisons qui ont conduit l'homme à domestiquer de nouvelles espèces. Les ossements d'animaux découverts sur le site de Chiloro-Cambos révèlent que les chèvres, moutons et cochons furent amenés du continent par les hommes sur cette île isolée surgie de la mer où n'existait aucun animal sauvage. Ces indices permettent de mieux cerner les déclencheurs de l'élevage et de retracer cette relation nouvelle qui va unir humains et animaux. Ce qui est frappant ici, c'est qu'on a une quantité dominante de cochons. Parce que le cochon, c'est un animal qui a une démographie extrêmement rapide, un renouvellement de génération très rapide, et qui fait des portées importantes. Alors que les daims, les moutons, c'est quand même plus lent. Et que du coup, au début, ils ont vécu surtout sur les cochons. Il y a 11 000 ans, une idée nouvelle prend forme. Les hommes envisagent enfin de parquer des animaux et constituer des réserves de viande. L'élevage n'en est qu'à ses balbutiements. Les animaux restent imprévisibles. Ces premiers enclos sont des garde-manger. Ce ne sont pas encore des espaces de reproduction. On se contente d'y stocker des animaux qu'on élève pour se nourrir. Dans son laboratoire chypriote, Jean-Denis Vigne étudie les traces de découpe sur des os de cochon. De fines entailles attestent de l'usage des tranchants très affûtés de lames de silex. Ces groupes humains possédaient une bonne connaissance de l'anatomie des animaux. À cette époque, on ne connaît pas encore la poterie, mais on invente de nouveaux modes de cuisson. La technique est rudimentaire. Des pierres chauffées dans la braise sont plongées dans une outre en cuir remplie d'eau. Grâce aux progrès liés à la sédentarisation, notre conception du temps change. On ne pense plus seulement aux besoins quotidiens, on envisage l'avenir. On constitue des réserves de céréales et des stocks de viande sur pied. Mais la principale motivation des premiers éleveurs ne fut sans doute pas la viande. Les hommes ont d'abord cherché à s'approprier une nouvelle ressource animale, le lait. Pour nos ancêtres, cette nouvelle aventure est un véritable casse-tête. Comment à la fois récolter du lait tout en laissant les chèvres nourrir leurs petits. La trouvaille est sommaire mais se révèle efficace. Elle permet de limiter la tétée du chevreau, de le sevrer en douceur et de fournir du lait au foyer.
L'utilisation du lait va jouer un rôle déterminant dans l'évolution de l'humanité. L'élevage et la production de lait vont avoir un énorme impact sur la démographie mondiale. La mortalité infantile diminue. En moins de 5000 ans, la population passe de 5 millions à 50 millions d'habitants. Après un peu plus d'une centaine d'années de sélection par l'homme, les cochons et les chèvres vivent en semi-liberté parmi eux. Dorénavant, nos ancêtres ne se contentent plus de constituer des réserves de viande sur pied. Ils ont pris conscience de leur pouvoir sur la nature. Ils vont maintenant tenter d'améliorer les performances des animaux. Sous leur contrôle, l'anatomie des animaux, leur pelage et leur comportement vont se transformer peu à peu. Nous accouplerons les individus les plus productifs. Certains donneront plus de lait ou plus de viande, d'autres fourniront la laine. Mais comment est-on passé de la chèvre sauvage à la docile petite chèvre, ou du sanglier au cochon? Comment l'homme est-il intervenu pour façonner des animaux plus petits et moins sauvages? Comment imaginer que le puissant auroch représenté sur les parois de Lascaux va donner naissance au bœuf et à la vache? L'auroch, l'ancêtre de la vache représenté dans les grottes, est encore sauvage. Considéré comme à l'origine de Bos taurus, notre bœuf actuel d'Europe, l'auroch, d'un crâne volumineux, d'un front plat et étroit, est muni de grandes cornes à courbure hélicoïdale tournées vers l'avant. L'auroch peut atteindre 2 mètres au garrot. L'animal est massif et peut peser plus d'1 tonne. Il est aussi puissant et rapide qu'un buffle. Nos ancêtres s'en méfient. Cette espèce vit en hare, dans lisière de forêt. Avant le néolithique, les troupeaux d'aurochs sont présents non seulement dans toute l'Europe, mais aussi en Afrique du Nord, au Proche-Orient, dans la vallée de l'Indus et probablement en Afrique. Des hommes ont profité de la nuit pour tendre une embuscade à un troupeau d'aurochs. Ils ont dispersé les adultes trop agressifs et capturé les petits. Entassés dans des enclos, ces animaux ne pourront plus migrer à leur guise. Ils ne pourront plus conserver une alimentation diversifiée et équilibrée. Les éleveurs, peu expérimentés au début, ne savent pas compenser les carences alimentaires saisonnières. À la longue, cette vie en captivité va avoir un rapide impact sur la taille des animaux, qui diminue. Leur morphologie va changer. Le stress qu'ils subissent va provoquer la modification de certains taux hormonaux et réduire leur agressivité. Il est encore trop tôt pour parler d'invention de races nouvelles. Les hommes ne savent pas encore qu'il leur est possible de créer des animaux adaptés à leurs désirs les plus fous. Ils n'en prendront vraiment conscience qu'au XVIIIe siècle et façonneront des vaches plus petites, aux cornes moins importantes, des vaches spécialisées dans la production de lait ou de viande, ou encore des bovins conçus pour les jeux de la reine, produits d'un élevage si sophistiqué qu'on pourrait croire qu'ils ont conservé une part de sauvagerie propre à leur ancêtre, l'auroch. Il y a environ 12 000 ans, le rapport des hommes avec les animaux a radicalement évolué. Au Proche-Orient apparaît une nouvelle conception hiérarchisée du monde. Jean Guilaine, professeur au Collège de France, et Jean-Denis Vigne s'interrogent sur l'impact de la domestication dans l'histoire de l'humanité. À partir du moment où l'homme a enclenché ce processus de contrôle, de maîtrise des animaux et des plantes,
ils s'autorisent à se représenter. Mais l'élevage, c'est aussi une manière plus nette et plus forte encore de s'autoriser à s'approprier quelque chose de naturel, quoi, hein. C'est-à-dire qu'on passe d'un système où finalement l'homme est au même niveau que les autres éléments de la nature, système qu'on pourrait qualifier d'horizontal, à un système vertical où l'homme s'autorise à avoir une position hiérarchique supérieure à celle des animaux et des plantes, peut-être même avec des divinités au-dessus de lui dans cette hiérarchie. À cette époque, cette relation nouvelle que les peuples du Proche-Orient ont instaurée avec les animaux va se répandre dans le monde entier. De petites familles d'éleveurs reprennent un mode de vie moins sédentaire. Ce nouveau nomadisme pastoral va jouer un rôle important dans la propagation de la domestication. Il permettra aussi le contact entre groupes fort éloignés, favorisera l'échange d'objets et parfois même d'idées et de techniques nouvelles. Un millénaire a suffi pour maîtriser l'élevage des principaux animaux. Tous ces animaux domestiqués vont voyager du Proche-Orient vers le sud, l'est et l'ouest. Leur diffusion en Europe se fait selon deux voies principales. Une route méditerranéenne et une route plus septentrionale. Une énigme subsiste pourtant sur l'un des animaux que l'homme peint dans les grottes près de l'Oroc, le cheval. Mais pourquoi ne nous sommes-nous pas intéressés à cet animal plus tôt? Pourquoi a-t-on d'abord apprivoisé des animaux en apparence plus dangereux, comme l'auroch ou le loup? En réalité, il n'y a pas de chevaux dans le berceau de la domestication au Proche-Orient. Les ancêtres du cheval aujourd'hui disparus vivaient plus au nord, dans les grandes steppes et les forêts d'Europe orientale et d'Asie centrale. Les chevaux vont poser un grand défi aux hommes. Pour eux, chasser le cheval n'a jamais été facile. Le capturer pour l'apprivoiser, encore moins. Nos ancêtres se soucient peu de capturer cet animal, non seulement rapide, mais aussi nerveux et agressif. Après tout, les bœufs et les moutons sont beaucoup moins rapides et plus faciles à diriger en troupeau. La domestication du cheval se fera 5000 ans après celle des animaux d'élevage, lorsque nous lui découvrirons d'autres intérêts. Bientôt guidés par de nouvelles motivations, nos lointains ancêtres vont domestiquer des espèces qui ne leur procureront plus seulement de la viande ou du lait. Sans toujours s'en rendre compte, ces peuples de la fin de la préhistoire ont créé avec les animaux des relations d'interdépendance qui se sont perpétuées jusqu'à nous. Ils sont à l'origine des progrès dont nous bénéficions aujourd'hui. La grande épopée de la domestication ne fait que commencer. Les hommes vont bientôt s'intéresser à d'autres espèces. Ils vont les transformer, leur attribuer de nouveaux rôles. Les prochains animaux seront des animaux outils ou des animaux de compagnie. Sous notre influence, les animaux domestiques vont peu à peu se spécialiser. Nous allons sélectionner des chiens pour la chasse ou pour la garde. Conscients de notre pouvoir sur la nature, nous allons nous approprier de nouvelles espèces. Très vite, ce processus va conquérir la planète entière. Nous créerons des races improbables adaptées à tous nos caprices. Bientôt, nous toucherons des espèces sauvages que nous n'imaginions pas domesticables. Mais comment en est-on arrivé là? Depuis 12 000 ans, l'histoire de la domestication est en marche. L'une des prochaines plus grandes conquêtes des hommes sera le chat.